Un jour, ces enfants feront partie des personnes les plus riches du monde. Je m'appelle Rebia, j'ai 12 ans et j'aimerais devenir scientifique. J'aimerais bien devenir maîtresse à l'école primaire. J'aimerais devenir menuisier. J'aimerais être vétérinaire. Vétérinaire aussi. Vétérinaire. 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 Footballeur. 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 Star de foot. Footballeur. J'aimerais travailler dans une banque. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans cette banque? Gagner de l'argent. Hormis pour les footballeurs professionnels, la Suisse a les salaires les plus élevés du monde. Le salaire mensuel moyen s'élève à environ 7 200 francs suisses. Mais avec l'équivalent d'environ 4 000 francs en Autriche et d'environ 3 800 francs en Allemagne, les salaires moyens sont nettement plus bas. Les chiffres sont encore plus impressionnants quand on considère la fortune. En ce qui concerne la fortune nette moyenne par adulte, la Suisse est le pays le plus riche du monde. Selon le rapport de la richesse mondiale 2019 du Crédit Suisse, la fortune moyenne par personne en Suisse s'élève à environ 212 000 francs. En Autriche, elle atteint l'équivalent d'environ 87 000 francs suisses. Et en Allemagne, environ 32 800 francs. Nous n'avons pas d'accès à la mer, nous n'avons pas de minerais, mais nous avons travaillé dur pour constituer notre richesse. Peut-être que la Suisse a simplement eu de la chance. Elle n'a pas connu de guerre. Pour moi, la situation géographique est le facteur déterminant dans la richesse de la Suisse, à 90%. La plus grande part de la richesse d'aujourd'hui a été créée au XIXe siècle déjà. Il n'y a pas une raison plutôt qu'une autre qui explique la richesse de la Suisse. Il faut considérer plusieurs aspects et chercher les raisons à différents endroits. Le monde est bien trop complexe pour des réponses simples. L'objectif de ce documentaire est d'apporter un peu de clarté dans l'obscurité. Nous allons nous confronter aux mythes et aux préjugés et nous vous présenterons les thèses qui nous sembleront les plus éclairantes ou les plus surprenantes. Dans cette perspective, commençons par la banane bleue. Si la Suisse est riche aujourd'hui, c'est parce qu'elle a longtemps fait partie de la ceinture urbaine européenne, qui s'étend du nord de l'Italie à l'Angleterre. On appelle cette ceinture la banane bleue. C'est incroyable, ça fait 1000 ans que cette banane bleue est l'épine dorsale de l'économie européenne. Elle le restera certainement. C'est là que la plupart des choses ont été inventées, et c'est aussi la zone où l'on trouve la plus forte densité de population. La Suisse a toujours fait partie de cette banane bleue, et donc de cette région de croissance, qui est absolument unique en comparaison mondiale. La banane bleue est un modèle mis au point en 1989. Le Français Roger Brunet y montre une zone de performance économique qui s'étend de l'Angleterre jusqu'au nord de l'Italie, en passant par le Benelux, l'ouest et le sud de l'Allemagne et la Suisse. Si vous faites partie de cette région, vous participez à un processus économique dynamique, où l'on échange des idées, où l'on développe, adopte et finalement exporte des technologies. Surtout, on s'insère dans une division du travail, ce qui contribue toujours à l'amélioration et à la spécialisation. Actuellement, on constate clairement que les régions suisses
ont des atouts très nets. Bâle abrite l'industrie pharmaceutique, Zurich est spécialisé dans l'informatique et la banque, Saint-Gall a été un centre textile pendant longtemps. Ce sont de longues traditions. C'est éclairant, certes. Mais alors pourquoi la Suisse est-elle plus riche que les pays qui l'entourent? Ce n'est pas correct de la comparer à l'Allemagne. Pour être juste, il faudrait la comparer au Land du Bade-Württemberg. Si on la compare à l'Allemagne, il faut tenir compte du fait que ce pays compte environ 80 millions d'habitants, alors que la Suisse en a 8 millions. C'est bien plus simple de gérer et de développer un petit territoire plutôt qu'un grand pays. Historiquement, en Allemagne, il y a toujours eu un fossé entre l'Est et l'Ouest. Il ne date pas de la chute du communisme. Il remonte au Moyen-Âge. Ainsi, l'imprimerie a été inventée à Mayence, et pas dans le Mecklembourg. L'Allemagne, l'Autriche et la Suisse sont diversement impliquées dans le modèle de la banane bleue. Alors que la Suisse s'y trouve presque entièrement, seules les régions situées à l'ouest et au sud de l'Allemagne sont concernées, ainsi qu'une toute petite partie de l'Autriche. On fait sans doute partie des habitants les plus privilégiés. Nos conditions de vie sont excellentes, peu importe qu'on habite à Salzbourg, à Stuttgart ou à Zurich. Pourquoi la Suisse est-elle si riche, à votre avis? Ne vous censurez pas. Je ne peux que répéter ce que j'entends. Grâce aux étrangers qui ont des comptes bancaires en Suisse, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Grâce aux banques? Les banques? On entend toujours parler des comptes numérotés. Probablement parce qu'on y transfère l'argent. L'homme à la mallette. Cet homme est étranger. Sa mallette contient de l'argent. Son objectif, une banque suisse. Que signifiait le secret bancaire? Il y avait beaucoup d'argent européen, de l'argent venant d'Allemagne, de France, d'Italie, d'Espagne ou de Grande-Bretagne qui était déposé dans des banques suisses. On estime que 80% de cet argent n'était pas déclaré aux autorités fiscales de ces pays. De l'argent européen pour un montant total de plus de 1000 milliards et demi. Si on compte le monde entier, ça fait plus de 2000 milliards. Mon peuple me soutient. Ils m'aiment tous. De l'argent provenant d'Amérique latine, du Proche-Orient, d'Asie, mais aussi de Russie, était placé ici pour des raisons politiques, par peur qu'il soit confisqué dans le pays d'origine ou par crainte d'un changement de régime ou d'une guerre. Il n'y avait presque pas d'alternative. D'autres centres financiers étaient moins indépendants, moins neutres et aussi moins professionnels. La Suisse a joué ce rôle incroyable pendant au moins 40 ans. Il était une fois le secret bancaire. Bientôt, il sera mort et enterré. Switzerland and Liechtenstein are notorious for operating behind an iron ring of secrecy. Monsieur le conseiller fédéral, de quoi est-il question? Les États-Unis, suivis plus tard par les pays européens, mettent la Suisse sous pression. Depuis 2009, le secret bancaire n'existe pratiquement plus que pour les citoyens suisses. Cette histoire est tout sauf simple pour nous tous. Vous pouvez me croire. Actuellement, sur le plan international, les banques suisses sont largement astreintes à la transparence. Le paradoxe de la politique suisse, c'est que, quoi que le peuple dise, la démocratie directe passe toujours au deuxième plan. La pression exercée par les superpuissances qui menacent la Suisse de l'extérieur est toujours plus forte. Quand sa pratique de l'évasion fiscale a pris un tour hautement politique et dangereux, au point de presque risquer une guerre contre les États-Unis ou les pays de l'Union européenne, la Suisse n'a pas eu d'autre choix que de se rallier
s'adapter aux exigences des superpuissances. Pour un petit pays qui n'est pas une puissance nucléaire, il est impossible de devenir un paradis fiscal. Il existe une corrélation parfaite entre puissance atomique et paradis fiscal. Quand on est un petit pays, il vaut mieux se retirer de ces affaires-là. Ça vaut mieux. Le secteur financier est très important en Suisse. En 2009, il représente pratiquement 11% de l'économie globale. 10 ans plus tard, malgré la fin du secret bancaire, il frôle toujours les 10%. En Allemagne, avec 3,9%, ce secteur est nettement moins important. Les années de vache grasse sont passées. La Suisse se trouve dans un processus de normalisation. Je suis désolée de dire ce qui va suivre, mais c'est vrai. Et je prends l'entière responsabilité de cette prédiction. Le produit intérieur brut par habitant va diminuer au cours des prochaines années, parce que les conditions qui prévalaient n'existent plus. Mais à quoi ressemblera la Suisse d'après? Les experts ne sont pas tous pessimistes. Je suis persuadé que la Suisse continuera à être très forte et attractive sur le plan économique. Actuellement, on voit bien qu'il convient de relativiser l'importance du secret bancaire. Le secret bancaire a pratiquement disparu et je ne constate pas de tendance à l'appauvrissement. La région de Zurich est en pleine croissance parce que de nouveaux secteurs y trouvent enfin leur place. Il faut cependant faire attention quand tout va trop bien. Une position de monopole peut rendre un secteur paresseux et l'amener à passer à côté d'innovation. Quant au secteur bancaire, il bénéficie d'employés très qualifiés, qu'il a réussi à soustraire à d'autres branches en proposant des salaires élevés. J'ai moi-même vu des ingénieurs EPF, très bien formés, partir travailler soudainement pour une grande banque, ce qui n'est pas très profitable d'un point de vue économique. Le secret bancaire et les placements financiers, ce n'est pas ce qui rend un pays riche à long terme. Dans certains cas, il nous a même causé plus de mal que de bien. Résumons ce que nous avons appris jusqu'ici. Quand on évoque la richesse de la Suisse, le secret bancaire est l'une des premières choses auxquelles la plupart des gens pensent. Bien sûr, la thèse selon laquelle le secret bancaire a contribué au succès de la Suisse est plausible. Mais il semble toutefois que son importance à long terme soit bien moins déterminante que ce que l'on imagine. En revanche, la situation géographique de la Suisse au milieu de l'Europe nous semble avoir une influence nettement plus importante. Une prédisposition heureuse sur laquelle la Suisse a pu s'appuyer. À quoi la Suisse ressemblait-elle il y a plus de 700 ans? Le serment du Grütli de 1291 est un mythe fondateur. Les actuels cantons d'Uri, Schwyz et Unterwald se promettent alors mutuellement assistance. À cette époque, de plus en plus de villes et de régions s'allient, mais une alliance entre États, reconnue en termes de politique étrangère, n'existe que depuis 1513. C'est la naissance de l'ancienne Confédération. Les siècles suivants sont marqués par les guerres. Les confédérés sont des combattants particulièrement coriaces contre les Habsbourg et les Bourguignons. Bientôt réputés pour leur invincibilité, ils sont aussi très recherchés comme mercenaires. Le mercenariat était un secteur économique important pour la Suisse. Les campagnards jeunes et vigoureux représentaient une des seules matières premières dont elles disposaient et qu'elles pouvaient exporter, parce que l'agriculture ne pouvait leur fournir suffisamment de travail. Bon nombre de jeunes gens ont gagné beaucoup d'argent grâce à leur activité de mercenaires. Certaines personnes se sont mises à former des compagnies pour vendre leurs services à l'étranger. Elles se faisaient payer pour ça et se sont enrichies grâce à ces affaires. Et les jeunes mercenaires aussi. Vendre ses services à l'étranger et recevoir une solde de mercenaires était plus lucratif que de garder des chèvres sur un alpage. Komm doch mal her, Peter. Was war denn das?
Le mercenariat a constitué une base importante pour le développement ultérieur de la Suisse. D'une part, parce qu'il a permis à certaines familles de se constituer une fortune, et d'autre part, parce que ces 350 000 à 500 000 mercenaires qu'on a dénombrés au fil de ces quelques siècles se sont mis à mener des activités commerciales par la suite. Grâce à cette activité de mercenaires, certains d'entre eux sont devenus des marchands en constituant des réseaux de vente de marchandises en provenance de la Suisse. Le commerce était déjà international. Il est faux de croire que les chaînes commerciales internationales n'ont été mises en place qu'au XXe siècle. Elles étaient déjà actives avant. La Suisse bénéficie d'avantages naturels, notamment grâce à deux fleuves très importants, le Rhône et le Rhin. Les cols sont un deuxième grand avantage. Il n'y avait ainsi que 2, 3 ou 4 grands passages entre le nord de l'Italie et le nord de l'Europe. Ça a permis de canaliser le commerce et de faire passer les marchandises par la Suisse ou les régions proches. La construction de tunnels et du chemin de fer a aussi eu une influence positive sur l'économie de la Suisse. Le transport des personnes et des marchandises a été facilité, mais pas uniquement. Ces grands projets qui nécessitaient des sommes immenses ont également stimulé l'industrie suisse du crédit et favorisé le système bancaire. L'absence de matières premières indigènes n'a jamais été un obstacle au succès économique de la Suisse. On n'a pas de matières premières comme le pétrole, le charbon ou le fer, ou alors en faible quantité. Des études actuelles démontrent que posséder ces matières en trop grande quantité constitue plutôt un problème. L'Arabie saoudite, par exemple, rencontre des difficultés à développer une économie performante hors du secteur pétrolier. En Europe, et pas seulement en Suisse, on a commencé très tôt à raffiner les matières premières pour en augmenter la valeur ajoutée et les exporter, en se spécialisant. Voilà ce qui permet au pays de s'enrichir. Voici comment se répartissent les secteurs les plus importants concernant le produit intérieur brut. La fabrication de biens constitue la plus grande part, avec 18,7%. Le commerce et la réparation représentent 14,8%, sachant que le commerce de matières premières occupe une place prépondérante. La part des banques et des assurances atteint 10%. Quant au tourisme, sa part est étonnamment faible, avec 2,9%. La Suisse a commencé par accueillir ces étrangers qui adoraient nos montagnes, mais pas de manière très cordiale, d'après ce que racontent des histoires anciennes. Les habitants ont toutefois réalisé assez rapidement qu'on pouvait gagner passablement d'argent avec ces gens. Les touristes venaient quand même, malgré l'accueil pas toujours chaleureux qui leur était réservé. Il existe une histoire drôle à ce propos. Un Anglais arrive au bord d'un lac de montagne, dans l'Oberland bernois, après une longue randonnée. Il se déshabille, ne gardant que son caleçon, et nage jusqu'au milieu du lac. 2 paysans de montagne arrivent et le voient au moment où il est saisi d'une crampe et crie « Help, help !» L'un dit à l'autre « Dis donc, machin, il aurait mieux fait d'apprendre à nager plutôt que d'apprendre l'anglais. » Malgré tout, ce secteur a pris de l'importance. Il occupe plus de 4% de la main-d'œuvre et représente presque 3% du produit national brut. L'industrie manufacturière représente la plus grande part du produit intérieur brut.
Ces deux locomotives sont l'ingénierie mécanique et l'industrie pharmaceutique. Il est intéressant de noter que ces deux branches ont une origine commune, l'industrie textile. Celle-ci est déjà un moteur de l'économie suisse avant l'industrialisation. La Suisse a connu relativement tôt ce qu'on appelle une proto-industrialisation, c'est-à-dire une forme d'industrialisation précédant l'industrialisation en usine. Il s'agit du travail à domicile avec un système de travail décentralisé. Des contremaîtres traversaient le pays pour distribuer les matières premières et récupéraient ensuite le produit final. Dans certaines régions, ces activités représentaient une source importante de revenus. Dans le village voisin, dans une vieille maison, la tisserande travaille. Utilisant des restes de tissu, elle fabrique les tapis multicolores qui nous ont tant plu à la Fiera. C'était un bon moyen de travailler pendant les mois d'hiver, quand l'agriculture ne proposait plus ou très peu de travail. C'était un revenu complémentaire appréciable, parce que parfois l'agriculture ne rapportait pas grand-chose. L'industrie textile était le secteur phare de l'industrialisation. Très tôt, des entreprises ont commencé à fabriquer des machines et la mécanisation a permis l'essor de cette industrie. À l'époque du rouet, on commençait par carder le flocon. Puis, la main humaine filait la laine. De nos jours, ce travail est effectué par 1000 rouets de façon plus rapide, plus précise et plus rationnelle, grâce à d'innombrables machines réglées de façon extraordinaire. Il fallait aussi teindre les textiles. La chimie moderne est issue de l'industrie des colorants à base de goudron de houille. On a aussi découvert que ces colorants à base de goudron avaient des propriétés médicinales, ce qui a donné naissance à l'industrie pharmaceutique. De plus, en Suisse, l'énergie nécessaire à cette industrie provenait des rivières. On a donc commencé à fabriquer des turbines, des générateurs et des moteurs électriques. À cette époque, cette nouvelle branche industrielle en pleine expansion faisait la course en tête au niveau mondial et c'est ainsi qu'elle s'est ensuite positionnée sur le marché international. L'industrie textile donne une impulsion majeure à l'industrialisation. Au milieu du 19e siècle, la Suisse est déjà le pays le plus industrialisé d'Europe, derrière l'Angleterre. Cet essor fulgurant est favorisé par l'immigration. En effet, au XVIe et XVIIe siècle, la Suisse accueille une vague de réfugiés protestants. Il y a 300 ans, 250 000 personnes se sont mises en route, suivant un chemin dangereux et incertain, guidés par des passeurs, traversant des cols alpins enneigés ou cachés dans des cales de bateaux pour traverser la mer. Sans cesse menacés par les hommes de main du roi, qui ne voulaient pas perdre le capital que ces huguenots représentaient, leur savoir, leur capacité et leur argent. Les Huguenots étaient des réfugiés religieux. D'abord tolérés par la France catholique, ils ont ensuite été persécutés et se sont réfugiés en Suisse pour sauver leur vie. Leur arrivée en Suisse a causé passablement de remous. Certains villages ont ainsi vu subitement leur population doubler durant une courte période. Puis, il s'est avéré que bon nombre de ces Huguenots étaient des entrepreneurs doués. La plupart d'entre eux étaient des ouvriers qualifiés et des marchands qui apportaient leur savoir-faire. De plus, ils avaient des accès aux matières premières et aux réseaux de vente. En Suisse romande, les Huguenots ont créé l'industrie horlogère et en Suisse alémanique, le traitement de la soie et du coton. Si les industries textiles et horlogères ont constitué les principaux piliers du développement industriel en Suisse au début de l'époque moderne, c'est en grande partie grâce à l'immigration huguenote. La Suisse a longtemps été un pays d'émigration.
Jusque dans les années 1880, la Suisse comptait davantage d'émigrants que d'immigrants. Puis la balance s'est inversée et la Suisse a bénéficié de l'immigration. Le pays a ensuite régulièrement connu des bouffées isolationnistes similaires à celles qu'on connaît aujourd'hui. Au bout du compte, la Suisse a tiré bénéfice de ce nouveau capital d'expertise et de savoir-faire, et de son très vaste réseau économique et commercial. La Suisse a aussi bénéficié de l'immigration de gens peu qualifiés qui venaient chercher ici une vie meilleure, en étant généralement très motivés à s'intégrer pour construire quelque chose. D'après ce que l'on vient d'entendre, l'histoire économique de la Suisse ressemble à une réussite digne d'un conte de fées. Mais là où il y a de la lumière, on trouve généralement de l'ombre. Ce modèle de réussite est une autoglorification. On se jette des fleurs en se disant qu'on a vraiment très bien fait les choses. Si on considère la question sous l'angle de la redistribution, on se rend compte que ce qu'on salue comme le modèle de réussite de la Suisse n'inclut de loin pas tout le monde. On le voit bien avec la migration de la main-d'œuvre. Les gens sont venus en Suisse parce qu'elle offrait du travail. Une fois sur place, ils ont souvent été confrontés à de l'exploitation et à des conditions de travail déplorables. Ils ont été utilisés et on ne peut pas fermer les yeux sur cette réalité en la qualifiant de dommage collatéral du grand progrès. Il convient de prendre ces aspects au sérieux. On était en concurrence avec l'Angleterre. Les entreprises anglaises disposaient de technologies nettement plus performantes. Pour survivre et exporter, il fallait que le coût des salaires soit très bas. Les usines employaient aussi des enfants et surtout des femmes. Le travail des femmes était très mal payé. De plus, la densité de population offrait un réservoir de main-d'œuvre bon marché. Il y avait une relation directe entre les villages et le marché mondial. Ces employés, ces familles, supportaient la totalité du risque. Quand les affaires ne marchaient plus, quand une crise économique globale survenait, ce qui a été de plus en plus fréquent au XIXe siècle, tous ces gens devaient tout à coup gagner leur vie autrement. Certains y arrivaient parce qu'ils avaient conservé quelques activités agricoles, mais d'autres tombaient dans une grande misère. C'est ainsi que des centaines de milliers d'entre eux ont traversé l'Atlantique. Qui est riche? Aux alentours de 1850, la richesse ne concerne pas tout le monde. On mourait encore de faim en Suisse, notamment à la suite de mauvaises récoltes. Les communes se sont mises à donner un peu d'argent à ces personnes pour qu'elles embarquent à destination des États-Unis ou de l'Amérique du Sud. L'exportation de sa pauvreté au XIXe siècle constitue un soulagement important pour la Suisse. Plus tard au XXe siècle, en cas de crise, on commençait toujours par renvoyer les travailleurs étrangers chez eux. L'économie suisse a toujours été très ouverte. On accueillait volontiers les entreprises étrangères sans formalité tracassière et la main-d'œuvre immigrée était toujours la bienvenue. Du moins, tant qu'on avait besoin d'elle. Ainsi, on a atténué la crise économique des années 70 en renvoyant 200 000 travailleurs immigrés dans leur pays. Passons maintenant à un chapitre sombre de l'histoire suisse et qui longtemps n'a pas été traité, l'esclavagisme.
Dans la région de Bâle notamment, l'expansion du capital d'une société commerciale provenait souvent d'investissements effectués au XVIIIe siècle dans la traite atlantique. Des familles affrétaient des navires négriers. Elles faisaient commerce de produits convoités en Afrique, contre lesquels on pouvait échanger des esclaves. Donc la Suisse a tiré avantage du commerce d'esclaves. La famille de Pury, par exemple, mais aussi la famille Escher, qui possédait des plantations de café à Cuba. C'est ainsi qu'elle a gagné son premier million. Et comme on le sait, le premier million est toujours le plus difficile à obtenir. Il y avait cette thèse d'une Suisse voyageant sur le marchepied, qui profitait des méfaits commis par les grandes puissances impériales dans le monde entier. La Suisse n'a jamais eu les moyens d'envoyer des canonnières et des troupes importantes un peu partout dans le monde, mais d'autres pays ici. Par exemple au Japon, quand les États-Unis ont forcé les Japonais à ouvrir leur pays au commerce d'entreprises occidentales sous la menace des canons, une délégation suisse s'est rendue sur place pour y conclure un accord d'amitié et d'échange commercial. C'est comme si la Suisse avait toujours su où il était possible de gagner de l'argent partout dans le monde. De nos jours, la Suisse est si riche qu'un adulte sur 8 est millionnaire. Mais cette richesse est-elle répartie de manière équitable? En termes de répartition des revenus, la Suisse se trouve en position assez favorable en comparaison internationale. En revanche, la répartition des richesses est très inégale. L'indice de Gini permet de mesurer à quel point la richesse est répartie de façon équitable ou non au sein de la population. La valeur 100 est la plus mauvaise. Elle indique qu'une seule personne possède l'ensemble des richesses d'un pays. La valeur 0 signifie que l'ensemble des richesses d'un pays serait réparti de façon égale entre tous ses habitants. En 2019, les Émirats arabes unis avaient la répartition la plus inégalitaire, avec un indice de 88,4. La richesse était aussi répartie de façon passablement inéquitable en Suisse et en Allemagne, avec un indice de 77,9. Avec un indice de 73,9, l'Autriche est un peu plus équitable. Mais c'est la Belgique qui est le pays où la répartition de la richesse est la plus équitable, avec un indice de 60,2. En Suisse, certaines personnes doivent vivre avec très peu d'argent. Dans les régions rurales, c'est possible. Mais dans les centres urbains, leur situation devient vite précaire et elles ne peuvent plus participer à la vie sociale. C'est loin d'être drôle. Nous gagnons davantage que les Allemands et les Autrichiens, mais nos frais sont nettement plus élevés. En Suisse, globalement, les prix sont très élevés. On ne peut pas comparer les revenus sans les mettre en relation avec le coût de la vie, pour voir ce qui reste effectivement à la fin. Serait-il exact qu'en Suisse, notre pouvoir d'achat ne dépasse pas celui de l'Allemagne et de l'Autriche? En 2019, le portail web lenderinfo.de a effectué un calcul en se fondant sur les chiffres fournis par l'OCDE et la Banque mondiale. On constate que le pouvoir d'achat moyen des Suisses dépasse de 11% celui des Allemands et des Autrichiens, qui, eux, sont à peu près à égalité. Bien que la Suisse soit souvent considérée comme un îlot de cherté, si l'on prend le pouvoir d'achat annuel une fois déduit le coût de la vie, il reste environ 33 500 francs aux Suisses, l'équivalent de 27 000 francs aux Allemands et l'équivalent de 28 000 francs aux Autrichiens. Les Suisses ont donc, en moyenne, un pouvoir d'achat supérieur à leurs voisins directs. Pourquoi la Suisse est-elle aussi riche? Je pense que c'est lié à la population, au fait qu'elle se préserve de l'Europe. Il y a quelques avantages. Je pense que la relation entre la Suisse et l'Union européenne est secondaire en ce qui concerne la réussite économique.
Certains pays qui font partie de l'Union européenne, comme le Danemark, les Pays-Bas ou des régions comme l'Italie du Nord, sont pratiquement aussi riches. Dans les faits, nous sommes étroitement liés à l'Union européenne. Nos liens économico-politiques sont très étroits. Si la Suisse adhérait à l'Union européenne, elle n'en serait ni plus riche ni plus pauvre. À mon avis, sa situation économique resterait ce qu'elle est. Pour quelle raison la Suisse est-elle si riche? Pourquoi? Parce qu'on y paie moins d'impôts qu'en Allemagne? Parce que de nombreuses personnes partent s'installer en Suisse à cause des impôts. Parce que ça fait des années qu'elle fait ce qui est juste en matière de gestion d'argent, notamment pour les impôts. En 2019, l'Institut de recherche économique BAC Economics a comparé les régions du monde entier. Il apparaît qu'en Suisse, la charge fiscale des entreprises est faible. À Munich, la charge fiscale des entreprises est de 29,3%. À Vienne, de 22,5%. Alors qu'à Bâle, elle est de 11%. D'autres cantons suisses offrent également une charge fiscale faible. Jusque dans les années 1950, Zug était un canton agraire, jusqu'à ce que des experts zurichois aient l'idée d'y mettre en place un dumping fiscal pour attirer les grandes entreprises. Il a d'abord attiré des entreprises américaines, puis des entreprises russes s'y sont également établies. Ces entreprises font ce choix, d'une part pour des raisons de neutralité, parce qu'il est plus facile de mener des affaires depuis la Suisse avec un pays tiers contre lequel leur pays d'origine a posé un embargo, et d'autre part pour des raisons fiscales. Les 3 plus grandes entreprises de Suisse sont des sociétés de négoce de matières premières. La Suisse est le plus important centre de négoce de matières premières du monde. Un quart de toutes les matières premières négociées dans le monde le sont depuis la Suisse. On parle de négoce de transit. Ces marchandises n'arrivent pas en Suisse. Elles sont achetées dans un pays exportateur, puis revendues dans le monde entier. La seule chose qui transite par la Suisse, c'est le capital. C'est un marché considérable, même s'il est relativement invisible en Suisse. Il nécessite juste d'avoir un siège social, un carnet d'adresses et un téléphone. La Suisse compte 550 entreprises de négoce de ce type, entre autres en raison de la neutralité du pays. Ces entreprises en ont tiré de nombreux avantages. Après la Première ou la Seconde Guerre mondiale, et parfois même pendant ces guerres, elles couraient le risque d'être mises sur la liste noire pour commerce avec l'ennemi. La plupart d'entre elles ont survécu, elles n'ont pas été liquidées. Et une fois la guerre terminée, elles ont été en mesure de livrer leurs marchandises tirées de leurs entrepôts bien garnis et protégés. On peut donc considérer que ces entreprises suisses de négoce ont tiré profit de la guerre des autres. La Suisse n'a pas connu les tourments de l'histoire. Ça lui a donc permis de bien se développer. La Suisse n'a jamais été mêlée aux guerres et n'a donc pas subi de pertes importantes. Ici, nous, ou plutôt nos parents, ont dû tout reconstruire. En Suisse, ça n'a pas été le cas. Après la Seconde Guerre mondiale, la situation de la Suisse était relativement bonne. Ces infrastructures de production fonctionnaient, alors qu'une bonne partie de celles des pays voisins avaient soit été détruites par la guerre, soit déplacées, s'agissant des installations qui restaient. La Suisse a été complètement épargnée sur ce plan. La production a pu recommencer tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, et la Suisse a été en mesure de satisfaire immédiatement la demande de marchandises.
La neutralité était importante. Au début de la guerre, la Suisse a dit qu'elle ne voulait pas participer à la guerre des autres. Pour autant, être neutre ne signifie pas qu'un pays n'est pas impliqué dans la guerre. C'est ce qui est arrivé à la Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Comme elle se trouvait sur la principale ligne d'attaque, elle a été envahie d'emblée. Les petits pays ou les petites régions ont toujours voulu être neutres et rester en paix parce qu'ils sont très faibles sur le plan de la politique extérieure. En général, ils jouissent d'une bonne économie. Il y a aussi une part de chance dans le fait de rester en dehors des grands conflits militaires ou d'y être impliqué malgré soi parce qu'on se trouve au mauvais endroit. Das Glück dient wie ein Knecht und sagt, es ist ein mächtig Ding, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, ein mächtig Ding, das Gold. Pourquoi la Suisse est-elle si riche? Pour quelles raisons, d'après vous? Aucune idée. Grâce à l'évasion fiscale et à l'or nazi, c'est ce qui se dit. Il existe une autre thèse expliquant pourquoi la Suisse n'a pas été impliquée dans la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, l'Allemagne nazie est de plus en plus isolée et malgré son argent, elle ne trouve plus nulle part où acheter des matières premières, notamment celles permettant de fabriquer des armes. Sur ce plan, la Suisse lui sera très utile. Celle-ci fait office de blanchisseuse en échangeant l'or des nazis contre des francs suisses. Il s'agit de l'or de la Banque nationale allemande, de l'or pillé que les Allemands se sont appropriés, ainsi que de l'or provenant des camps de concentration. Sachant cela, est-il encore possible de dire que la Suisse n'a pas été impliquée dans la guerre? Il faut considérer cette question dans la chronologie historique. Au cours de la première phase du début de la guerre, cette activité de blanchiment n'était pas visible. À ce moment, la menace sur notre pays était à son point culminant. La Suisse se trouvait dans l'expectative sur le plan stratégique. Il ne se passait rien. Puis, en été 1940 déjà, elle a conclu un accord économique avec l'Allemagne, suivi de ces transactions d'or. Ce n'était pas une garantie de non-agression de la part de l'Allemagne, mais ça a tout de même contribué à ce que l'Allemagne n'attaque pas la Suisse. Il est vrai que la Suisse a effectué des transactions importantes, mais ce serait faux de dire qu'elle n'a pas été envahie pour cette raison. Il y a une comparaison possible. Les Pays-Bas avaient une fonction similaire avant 1939-1940. Ils étaient la place financière de l'Allemagne, et ça ne les a pas protégés d'une invasion allemande. Il a été en effet démontré qu'une partie de l'or juif provenant des camps de concentration est passée en Suisse, mais ça n'a aucune incidence notable sur son histoire économique. La Banque nationale préfère parler chiffres que morale. La politique va plus loin, elle a pris des dispositions. Comme à la fin de la guerre, la Suisse compte combattre sa mauvaise réputation par la charité. Elle va ainsi verser 7 milliards de francs à une fondation de solidarité, une façon d'expier ces transactions d'or qui étaient loin d'être au-dessus de tout soupçon. Le commerce qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale a fortement entaché la réputation de la Suisse. Après 1945, sa réputation était au plus bas. À ce moment-là, la Suisse a tenté de se débarrasser de son image de profiteuse à coup de neutralité, de programmes d'aide et de projets caritatifs. Apparemment, elle a réussi. Aujourd'hui comme hier, la neutralité est un facteur de réussite pour la Suisse. Pourtant, à l'origine, l'idée de neutralité ne venait pas d'elle. Au début du XIXe siècle, Napoléon est battu et le Congrès de Vienne réorganise l'Europe. Les grandes puissances ne parvenant pas à s'accorder sur celle qui contrôlera le petit pays des Alpes, elles décident alors de sa neutralité. C'était une neutralité contrainte. La Suisse n'a pas décidé de devenir neutre. Par la suite, elle s'est servie de cette neutralité jusqu'à en faire une sorte de marque de fabrique. La neutralité n'est donc pas une spécialité suisse à l'origine.
contrairement à la démocratie directe qui est unique en son genre dans le monde entier. L'initiative populaire est l'un des instruments de la démocratie directe. Tous les citoyens suisses ont le droit de lancer une initiative. Celle ou celui qui réussit à réunir les signatures de 100 000 citoyens permet au peuple de voter sur la question posée. Si le peuple approuve l'initiative, le Parlement est chargé de la mettre en œuvre. Il y a une fonction de soupape. Les gens peuvent dire « Vous n'en avez pas fait assez, s'il vous plaît, occupez-vous de ça ». Ça évite les polarisations, parce que tout le monde est impliqué. L'avantage, c'est qu'il faut avoir de bons arguments pour convaincre le peuple. C'est difficile de faire de la politique en Suisse, mais en contrepartie, on bénéficie d'une grande stabilité qui profite à l'économie. Cette capacité de faire des compromis, que nous expérimentons aussi au Conseil fédéral depuis des décennies, contribue à la stabilité de la Suisse. On ne cherche pas à changer le gouvernement, mais à trouver un consensus. Contrairement à de nombreux pays, la Suisse n'est pas dirigée par une ou un chef de gouvernement unique, mais collégialement par 7 conseillères et conseillers fédéraux issus de 4 partis différents. Ainsi, une seule personne ne peut pas décider de changements rapides ou radicaux. La stabilité politique de la Suisse a souvent été citée pour expliquer sa richesse. D'après les expertes et les experts que nous avons interrogés, c'est au moment de la fondation de la Confédération moderne que de bonnes bases ont été créées. Quand on parle de la Suisse du XIXe siècle, il faut parler de la fondation de l'État fédéral en 1848. C'est la naissance de la Suisse moderne qui, en 1874, s'est dotée d'une nouvelle constitution entièrement révisée, qui était la plus progressiste du monde. Elle comprenait la démocratie directe et par la suite la législation sur les usines, le droit de vote pour les hommes, les femmes étant toutefois exclues, et l'éducation obligatoire. Évidemment. Oui. Bien sûr que l'éducation a joué un rôle. On a introduit l'obligation d'être scolarisé et l'enseignement gratuit a été mis en place relativement tôt. Il concernait les filles et les garçons, ce qui l'a rendu populaire. Étant donné qu'en Suisse, le peuple doit voter sur des questions complexes, il fallait que l'éducation puisse permettre à des gens très simples de comprendre les enjeux. C'était un des arguments. Mis à part les facteurs économiques, le peuple devait être capable de calculer, d'économiser, et les ménagères devaient être capables de tenir le carnet de compte du ménage. Il y avait tout ça. Mais l'idée globale était qu'il fallait que les gens soient suffisamment instruits pour comprendre les affaires de l'État. Avec le thème de l'éducation, nous terminons ce parcours entre le passé glorieux de la Suisse et son avenir radieux. L'éducation est la clé du succès. Si la Suisse continue à avoir une population très instruite et un niveau élevé de compétences pour les métiers d'avenir, elle restera au sommet des pays de l'OCDE et elle continuera à être innovante et compétitive. Mais ce que je constate aujourd'hui m'inquiète. La répartition inégale des richesses a pour conséquence que le sujet de l'éducation reçoit un peu moins d'attention. L'éducation devrait être prioritaire sur tout le reste. La Suisse devrait investir toute sa richesse dans l'éducation et la formation continue de sa population. Mais ce n'est pas le cas. Je pense que certains de ces atouts perdent de leur importance. Les Américains savent désormais aussi comment faire des affaires bancaires. Dès lors, on ne peut plus se concentrer sur un seul domaine d'activité pour le vendre aux autres. Même s'il y a des changements,
On bénéficie encore en Suisse d'une prospérité assez large et les personnes qui en profitent sont relativement nombreuses. Nos conditions de vie ne sont pas les pires. Actuellement, tout dépendra de la façon dont la Suisse se positionnera sur le plan international et de sa capacité à manœuvrer de façon intelligente. Les industries qui sont à la pointe montrent la voie du succès. Actuellement, les entreprises les plus importantes, les plus florissantes et les plus prospères sont les entreprises de traitement de données et les entreprises technologiques. À l'avenir, la concurrence ne consistera pas seulement à savoir qui possède le plus de données, mais aussi qui dispose des meilleurs programmes pour les traiter. Il s'agit d'intelligence artificielle et la Suisse n'est pas à l'avant-garde dans ce domaine. L'intelligence artificielle se développe et des recherches sont également menées en Europe. Mais sur ce terrain, en termes de pouvoir de marché, l'Europe se situe clairement derrière les États-Unis et l'Asie. Il y a beaucoup de Suisses ou de personnes vivant en Suisse qui ont de bonnes idées. En ce qui concerne l'indice mondial de l'innovation, nous sommes à la première place, devant les États-Unis. Il se trouve cependant que ces idées ne sont souvent pas suffisamment mises en œuvre. Mais les idées de recherche sont là. Je suis convaincu que la Suisse restera très attractive et forte sur le plan économique. L'indicateur le plus simple est l'immigration. Quand un pays connaît une immigration comme la nôtre, à tous les niveaux, des personnes les plus qualifiées aux moins qualifiées, il est évident qu'il s'y prend bien à plusieurs niveaux. Les pays qui n'attirent pas l'immigration doivent s'inquiéter. La Suisse est très demandée, et c'est pour ça que des personnes très qualifiées continuent à venir dans notre pays. Je n'ai donc aucune inquiétude. Les choses vont continuer comme elles ont toujours été. Les opinions concernant l'avenir et le passé de notre pays sont diverses. Mais tous les experts s'accordent à dire que la Suisse a bénéficié de bonnes conditions de départ grâce à sa situation géographique. Puis sont venues la chance et l'inventivité, des décisions politiques intelligentes et une pincée de culot. Et indubitablement, l'adage qui dit « l'argent va à l'argent » fait toujours recette.